Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'UICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Paul, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Paul Estève, vous êtes le coordinateur du programme des petites initiatives au sein du comité français de l'UICN, programme dont vous venez justement de fêter les 20 ans au Sénégal début février, en présence de plus de 80 partenaires. On aura l'occasion d'en reparler. Paul, on va démarrer par une première question qui intéresse nos auditeurs, c'est nous rappeler les origines de ce programme PPI pour Programme des petites initiatives. Pourquoi ce programme a-t-il vu le jour il y a maintenant presque 20 ans? Bonjour Hélène et merci d'avoir pensé au PPI et de nous mettre en avant dans votre podcast qu'on apprécie particulièrement. Pour revenir à votre question, comme vous le savez à travers vos différentes interventions, l'ensemble des indicateurs soulignent que la biodiversité continue de se dégrader en Afrique tout comme dans le monde en général. Nous, on estime que les outils publics dédiés à la protection de cette biodiversité sont globalement assez peu efficaces, hein. Les aires protégées gérées par l'État n'empêchent pas l'extinction des populations animales ou le contrôle du commerce illégal des produits fauniques est lui aussi assez peu efficace. Ce constat, il peut s'expliquer bien sûr par un ensemble de facteurs, mais incontestablement la faible gouvernance des États ou le dysfonctionnement structurel, ça entrave clairement l'efficacité de ces politiques publiques et permettent pas de stopper ou d'atténuer les pressions de différentes natures qui altèrent l'état de la biodiversité. À ça s'ajoutent les grands projets de conservation financés par l'aide publique au développement multilatéral très souvent et mis en œuvre par les grandes organisations internationales qui peuvent avoir un impact significatif sur la biodiversité, mais dont on considère que les effets sont en général assez peu durables en plus ils sont assez souvent peu efficients avec des coûts de gestion considérables et peuvent avoir des effets collatéraux assez sévères. Alors qu'au contraire, les réseaux des ONG environnementales nationales est généralement plutôt récents et leurs capacités sont plutôt faibles sur la maîtrise technique ou dans les domaines de l'ingénierie financière ou de l'influence politique. Alors, le soutien à la société civile nationale reste donc pour nous plutôt prioritaire sur la professionnalisation et l'accompagnement des organisations de la société civile pour faire émerger de nouveaux acteurs. Et pour ça, forcément, ils ont besoin d'un appui pour renforcer les capacités à gérer des projets de terrain, à renforcer leur influence politique. Et du coup, c'est tout l'objet du programme de petites initiatives avec un objectif sur l'accompagnement à l'émergence de nouveaux partenaires, de renforcer l'impact de partenaires historiques pour avoir plus d'effets euh, en face des enjeux de conservation de la nature et aussi augmenter la capacité de ces organisations auprès des gouvernements et du secteur privé. Et il faut savoir aussi que le PPI il constitue actuellement le principal outil de la coopération française finançant directement les organisations de la société civile africaine pour des actions spécifiques de conservation de la nature. Merci Paul pour cette belle entrée en matière. Euh, je vois que le PPI s'est développé sur plusieurs phases entre 2006 et 2023. Euh, Quelles sont les principales évolutions que vous avez pu observer au fil des années? Effectivement, le PPI, on triche un peu parce qu'on a fêté les 20 ans en 2025, donc on a pris un tout petit peu d'avance, mais c'est parce qu'on est en fin de phase actuellement, donc c'était un bon moment pour rassembler tous nos partenaires et célébrer ces 20 ans. Mais clairement, il y a eu des évolutions au sein du programme, puisque l'objectif, c'est toujours de coller au plus possible aux besoins de nos partenaires des besoins exprimés par la société civile locale. Effectivement, initialement, l'objet du PPI, c'était vraiment un
petit financement ou un financement modeste de 30 000 euros qui était considéré comme un pied à l'étrier ou un premier coup de pouce financier et technique, et avec l'idée qu'ensuite nos partenaires puissent aller mobiliser des financements plus importants auprès de d'autres bailleurs. Mais en fait, on s'est rendu compte assez vite que, assez logiquement, en fait, a posteriori, il y a besoin quand même de plus de temps pour avoir des impacts sur la biodiversité, donc acquérir de la légitimité et de la crédibilité sur les actions mises en œuvre par nos partenaires sur le terrain, puis aussi sur la structuration des partenaires. Donc, une des grosses évolutions, c'est aussi un nouveau guichet de financement qui permet de poursuivre l'accompagnement des partenaires que nous, on appelle des partenaires historiques. Et on ajuste aussi en fonction des besoins et de leur robustesse. Et un développement majeur du PPI, c'est quand même sur le volet, alors ce qu'on a appelé historiquement le volet renforcement de capacité, qu'on est en train de renommer un peu sur le développement organisationnel, avec par exemple le développement de d'autres outils de financement, comme par exemple des fonds non restreints pour vraiment couvrir des besoins de nos partenaires sur des postes que généralement les bailleurs aiment pas trop financer, comme l'acquisition de véhicules, de matériel, très utile pour le fonctionnement des organisations et accompagner leur développement. Et c'est vrai que ça passe aussi par presque un coaching au quotidien des responsables, encore une fois, renforcement de capacité du PPI, et notamment l'appui aussi à la recherche de financement de ses partenaires. Donc, c'est des volets qui sont élargis sur le financement et l'accompagnement en développement organisationnel au cours des 20 dernières années. Merci Paul. Vous avez mentionné au début de notre entretien que l'objectif du PPI, c'est de renforcer la contribution de la société civile des pays d'Afrique subsaharienne à la préservation de l'environnement mondial. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets d'initiatives qui ont été soutenues et qui ont eu un impact direct sur la biodiversité? De mon point de vue, c'est toujours un peu difficile de sortir une initiative parmi les 305 projets que le PPI a financés depuis quasiment 20 ans et qui sont portés par 215 organisations, tellement elles ont toutes, je dirais, en toute subjectivité, une importance capitale dans les territoires, leur territoire d'intervention. Et puis, c'est vrai que les thématiques d'intervention, et c'est un domaine relativement vaste, puisque ça va de la conservation d'espèces emblématiques dans 28 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, donc on va dire de la conservation des grands singes, aux éléphants, tortues marines, en passant par les lamantins, un travail sur l'amélioration de la coexistence entre les humains et ces espèces, aussi la valorisation de ressources naturelles pour générer des revenus, un gros volet sur l'éducation environnementale, euh, avec des projets forcément qui ciblent quasiment systématiquement un volet sur cette thématique-là pour sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux, et puis des travails importants des projets importants sur l'amélioration, même la création d'aires protégées, notamment des aires protégées communautaires. Et enfin, un positionnement aussi de certains de nos partenaires sur des sujets sur la lutte contre le trafic d'espèces. Ouais, donc vraiment une grande variété de projets. Si j'ai bien compris, vous nous avez dit que le PPI finance, pardon, des projets sur des durées entre à peu près 20 à 30 mois en moyenne et une subvention moyenne qui tourne entre 30 et 70 000 euros. Euh, En quoi ces projets sont-ils adaptés aux besoins locaux et est-ce qu'il y a quand même des grandes caractéristiques qui se dessinent voilà, est-ce qu'on peut dresser un espèce de portrait robot du projet type soutenu par le PPI? C'est vrai que ces financements, à la base, c'est vrai que c'est une fourchette assez large entre 30 000 et 70 000 euros, mais c'est pour aller dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier financement, on va dire, pour rentrer dans le PPI, c'est souvent un financement de 30 000 euros sur un projet de 20 mois, et une fois que le projet s'est bien déroulé, que la relation partenariale a été bonne et que les projets ont fourni de bons résultats, effectivement, on peut aller sur des financements un peu plus importants. Euh, et ces projets sont généralement adaptés aux besoins locaux puisqu'ils sont portés par des organisations locales, vous l'avez compris. Euh, et pour nous,
C'est vraiment un acteur incontournable parce que ce sont des acteurs qui sont en fait qui viennent des territoires globalement dans lesquels ils proposent les projets et dans lesquels ils interviennent. Donc en fait, ils sont clairement ancrés dans la réalité locale et du coup, ils sont plus à même de produire des solutions durables dans le sens ils vont pas venir faire un projet one shot et ensuite partir. Et, ils ont vraiment une forte redevabilité dans les territoires, dans ces territoires-là. Souvent, ils encouragent des approches qui sont quand même plus participatives et des actions vraiment concrètes de terrain qui sont porteuses de changement et d'innovation. Et puis là, on l'a vu alors, récemment ou un peu moins, mais dans des conditions où parfois c'est difficile sur le terrain, soit pour des conditions, des raisons sanitaires ou sécuritaires, bah, en fait, vu qu'ils interviennent dans les territoires desquels ils viennent, bah, en fait, ils restent sur le terrain même quand les conditions deviennent difficiles. Donc, il y a quand même une continuité d'action. Et ensuite, par rapport aux caractéristiques d'un projet type, pareil, c'est toujours un peu difficile puisque chacun a leur spécificité, mais c'est évident qu'il y a un volet très fort sur la conservation de la biodiversité menacée, puisque c'est quand même notre angle d'entrée pour nous au PPI, c'est vraiment la conservation de la biodiversité menacée. Et ensuite, il y a systématiquement aussi un volet, ce qu'on va appeler développement local ou implication des populations riveraines, des citoyens des territoires dans lesquels ils interviennent. Justement, c'est une bonne transition sur ma prochaine question. Évidemment, vous avez dit que le volet d'entrée, c'était enfin, l'impact sur la biodive, mais on sait que le programme est aussi axé sur l'amélioration des conditions de vie des populations locales et comment cette dimension sociale se traduit-elle dans les projets que vous avez pu soutenir? Ouais, bah nous, un peu dans la même logique que le fait qu'on soutienne les organisations de la société civile locale, on est convaincu que si on veut avoir une pérennité dans les résultats, dans les activités qui sont mises en œuvre, il est important d'avoir l'adhésion ou l'implication des différents citoyens de ces territoires. Et on ne peut pas arriver et demander un changement immédiat de pratiques anciennes. Donc, c'est vraiment, ça demande un temps long, d'où encore une fois l'intérêt de travailler avec ces structures ancrées localement pour initier des théories du changement et ensuite effectivement l'implication ou l'amélioration des conditions de vie des populations locales, ça va passer par le fait de les impliquer dans la gouvernance de la gestion de ces ressources naturelles, justement pour qu'elles aient voix au chapitre et que, j'allais dire presque, elles fassent part de leurs attentes et qu'on puisse en fait réfléchir et qu'ils puissent ensuite réfléchir aux meilleures façons d'avoir une valorisation durable de ces ressources naturelles sans surexploitation. Euh, et puis, il va y avoir effectivement toujours ensuite des développements de filières économiques pour générer des revenus également. Donc, c'est les deux volets principaux par lesquels les populations locales vont être impliquées et leurs conditions de vie vont être améliorées. Ok, merci Paul. En termes de financement, donc on parle à peu près d'un montant total qui avoisine les 20 millions d'euros, dont 11,5 millions directement pour les projets et 6 millions du coup pour le volet développement organisationnel, c'est ça? Et Tout à fait. quel a été le plus grand défi? Bon, question pas forcément évidente, mais s'il y en a un, le plus grand défi pour le PPI en matière de gestion des fonds et de priorisation des projets. Oui, vous l'avez bien dit, du coup, effectivement, le PPI, c'est 20 millions d'euros directement gérés par le programme auquel il faut ajouter toujours les montants de cofinancement apportés directement par nos partenaires pour la mise en œuvre des projets. Mais c'est 20 millions d'euros sur 20 ans, donc c'est quasiment 1 million d'euros par an avec plus de la moitié qui va directement sur ces projets de conservation. Donc l'enveloppe qui peut paraître un peu conséquente et finalement assez modeste, puisqu'on fait face quand même à une grosse demande. Par exemple, on a reçu 1200 propositions lors du dernier appel à propositions pour au final avoir une enveloppe disponible pour soutenir uniquement 25 projets. Donc le ratio est quand même relativement défavorable et c'est pareil, notre partenaire de notre pool de partenaires historiques augmente mathématiquement également. Donc euh, à budget constant et équipe constante, puisque c'est ça aussi qui rentre en ligne de compte pour l'augmentation et un passage à l'échelle, c'est que on est assez conscient des forces du dispositif PPI actuel qui repose quand même beaucoup sur
sur la dimension humaine, sur les liens forts qui sont créés avec nos partenaires. Donc, il n'y a pas une volonté non plus pour le moment euh, d'une montée à l'échelle fois 2 ou fois 4. C'est plutôt une montée en échelle graduelle. Donc, c'est un des défis. Donc, c'est vraiment de toujours avoir cette sélection de projets. Euh, et de maintenir un niveau d'exigence et de relations partenariales très forte avec nos partenaires et un niveau de confiance pour mener encore une fois à bien et les projets de conservation et le développement des structures de nos organisations partenaires. Alors justement, quand on reçoit 1200 demandes et qu'on doit en sélectionner au final 25, hein, si j'ai retenu le ratio, comment on fait, enfin, quels sont les critères spécifiques que vous utilisez pour sélectionner les projets et comment ensuite vous allez assurer un suivi régulier, parce que vous disiez 28 pays, donc voilà, ça veut dire il faut aussi pouvoir suivre les projets sur le terrain. Donc comment vous assurez justement, comment vous garantissez en fait votre impact derrière sur ces projets? Oui, c'est clairement un gros défi que nous, on a essayé de prendre vraiment en amont, donc c'est-à-dire dès l'appel à proposition, une fois qu'il y a une présélection, donc quand même, on va pas accompagner les 1200 partenaires, mais on fait une présélection et les responsables en renforcement de capacité dont je parlais tout à l'heure, là, nos quatre partenaires, enfin nos quatre collègues, travaillent déjà avant les comités de sélection avec nos partenaires pour un accompagnement en montage de projet, donc dès la présélection. Donc il y a un accompagnement fort avec euh, des membres de l'équipe PPI qui vont se rendre directement sur le terrain et accompagner pour le montage du dossier, donc c'est-à-dire écrire un cadre logique, réaliser le budget, etc. Donc histoire de vraiment avoir des dossiers on sait que sur le fond, il y a toujours un fond très intéressant parce que c'est le cœur de notre présélection. Mais ensuite, on veut pas que la forme prenne le pas sur la non-sélection d'un projet. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet accompagnement. Ensuite, on a un comité de sélection qui est composé d'experts, de membres du comité français de l'UICN, mais aussi de partenaires du programme qui ont été ou qui sont bénéficiaires du programme et qui sont pas éligibles pour l'appel à projet en question. Donc, ils font partie de ce comité de sélection qui rassemble quasiment 60 personnes qui évaluent en fait les projets avec des critères sur le niveau de menace et bien sûr les enjeux biodiversité sur la biodiversité, et ensuite la faisabilité technique, puis la pérennité et les sujets de gouvernance, donc ce qui permet d'avoir des bons projets. Après, il faut avouer que forcément, avec une pression de sélection si forte, quand on réduit de 1200 à 25, bah, forcément, on a quand même plus de chances d'avoir de bons, voire de très bons projets. Donc, on est quand même, même si on essaye de réduire cette pression de sélection, on est quand même dans une situation confortable pour avoir de bons projets. Et puis ensuite, on a un suivi régulier par l'équipe. Avec les coordinateurs renforcement de capacité qui vont plutôt accompagner l'organisation pour son développement. Et ensuite, l'équipe qui est basée à Paris. Donc, au total, l'équipe du PPI, c'est 8 personnes, 4 qui sont à Paris et 4 qui rayonnent en Afrique de l'Ouest plutôt sur les volets de développement organisationnel et l'équipe à Paris est responsable de ces aspects de sélection et suivi des projets, donc fait en plus la supervision de quasiment 80% des projets sur le terrain. Et j'ajouterais aussi que dans notre sélection des projets, on a quand même une grande chance d'avoir des bailleurs qui nous encouragent à prendre des risques et à soutenir aussi l'innovation et du coup, ce qui nous permet de, en retour, soutenir l'innovation et des projets vraiment innovants de la part de nos partenaires. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez enthousiasmant et qui laisse une grande liberté d'action pour nos partenaires ouais, notamment sur ces volets innovation. Oui, j'imagine. Et vous avez eu justement l'occasion, il n'y a pas longtemps, au Sénégal, de fêter ces 20 ans de succès. Et j'imagine que ça a été aussi l'occasion de parler du futur. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous partager quels sont quelques défis qui attendent le PPI pour les, bah, allez, on va dire, on va se projeter hein, pour les 2 décennies à venir. Quelles sont les perspectives d'évolution du programme et puis, enfin, notamment en termes de partenariat et de financement?
Oui, effectivement, je prends là de se retourner dans 20 ans et de voir après si ça aura été atteint, mais oui, bah, les défis, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire un peu sur le corollaire de tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire les enjeux sur la biodiversité ne cessent d'augmenter, les demandes de structuration de nos partenaires ne cessent d'augmenter, mais en même temps, on est quand même dans un monde toujours plus clivé, avec toujours une crainte sur l'aide publique au développement, aussi une crainte pour la prise en compte des sujets qui nous sont chers et dont on parle depuis tout à l'heure. Donc clairement, le PPI a pour moi un rôle important à jouer et en même temps, effectivement, on fait face à des défis sur nous, en termes programmatiques, sur la diversification de nos sources de financement pour le programme. Donc, en plus de l'aide publique au développement française, on va s'appuyer sur des financements privés, notamment des fondations privées qui vont nous accompagner, qui sont intéressées, encore une fois, par les sujets de conservation de la biodiversité, mais aussi l'accompagnement au renforcement de la société civile africaine locale. Donc, pareil, au même titre que nos partenaires, on essaie de diversifier nos sources de financement pour sécuriser aussi cela pour nos partenaires et mener, je vais pas dire toujours plus de projets, parce que encore une fois, on est dans une logique j'allais dire, de croissance. On vise pas la croissance à tout prix. On essaye déjà de sécuriser l'existant et on est conscient de nos forces et on essaie de préserver ça toujours en essayant d'innover et de chercher de nouvelles façons d'accompagner nos partenaires pour que ce soit le plus adapté à leurs besoins. Merci Paul. On arrive au bout de notre entretien. Moi, j'avais peut-être une dernière question. On a parmi nos auditeurs sans doute des responsables d'ONG qui se posent peut-être la question bah, est-ce que mon ONG pourrait bénéficier du programme PPI? Est-ce que vous auriez un ou deux conseils à leur donner pour une ONG, entre guillemets, candidate au programme? On va encore crouler sous les demandes après pour le prochain appel à projet du coup, mais non, moi, quelque chose parce qu'encore une fois, c'est notamment mes responsabilités de lire les 1200 propositions. Donc, effectivement, j'ai un petit recul sur les différentes propositions qu'on reçoit. Et les petits conseils que je pourrais donner, d'essayer de sortir le plus possible du langage mots-clés, bailleur, qui parfois nous font ressentir que c'est pas du parler vrai. C'est-à-dire, on apprécie vraiment le côté très réaliste de la situation et ne pas vouloir être trop ambitieux et vouloir trop en mettre dans un projet pour cocher toutes les cases, puisqu'on sait que sur ces petites subventions, même si on en demande toujours plus, c'est un défaut des bailleurs, bien évidemment, mais on a notre part de responsabilité. Mais être très réaliste dans ces propositions, faire preuve de sérieux en parlant vrai. Euh, Aussi de se démarquer, parce que c'est vrai que beaucoup des propositions parfois se ressemblent, donc essayer de se démarquer, pareil, en essayant de chercher de l'innovation, encore une fois, sans chercher l'innovation pour l'innovation et être complètement farfelu, mais essayer de proposer de nouvelles solutions. Euh, et puis, c'est valable pour le PPI, mais aussi d'autres bailleurs, et j'encourage les partenaires à contacter, à créer vraiment ces liens humains, parce qu'encore une fois, bah, il y a toujours, naturellement, hein, on a une part de responsabilité, mais sur 1200 propositions, encore une fois, on peut toujours passer à côté d'une proposition qui aurait pu être excellente. Ça, c'est évident. Euh, et donc, parfois, il faut aussi arriver à attirer l'attention des bailleurs, soit en les ayant contactés, en entretenant des liens, en se rencontrant dans des événements. C'est aussi des façons de mettre en avant les organisations. Et puis, aussi pas hésiter à retenter sa chance, c'est-à-dire parfois effectivement d'un appel à proposition sur l'autre, on, on retient aussi les différentes propositions et puis les programmes évoluent, mais bah, clairement il y a toujours une petite part de chance évidemment pour arriver à se démarquer, mais c'est pas le seul critère parce qu'encore une fois il faut du sérieux, des projets qui portent vraiment sur une biodiversité menacée, proposer une proposition réaliste. Écoutez, merci beaucoup, Paul, d'être venu témoigner aujourd'hui sur notre podcast Les Rendez-vous de la conservation. Je suis sûre que
nos échanges vont intéresser et sans doute motiver certains à candidater. Donc, écoutez, on vous souhaite une bonne continuation pour les 2 décennies à venir, hein. Allez, soyons ambitieux. Soyez ambitieux. Merci beaucoup, Hélène, et merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.